Pas de vacances, ou en tout cas pas tout de suite pour les députés français élus ou réélus dimanche dernier. La rentrée des classes se poursuit au Palais Bourbon après la gauche. Hier, la droite et l'extrême droite ont sorti à leur tour les cartables. Les photos de famille se suivent et ne se ressemblent pas. Les tractations vont bon train pour tenter de nommer un Premier ministre, mais aussi de former un gouvernement. Mais sans majorité absolue, l'incertitude est grande. À qui revient Matignon? On pose la question ce matin à nos invités Jean-Louis Bourlange et Emmanuel Rivière. Et Julien Sauvager est à l'Assemblée nationale. On a beaucoup de choses à se dire, c'est parlons-en et c'est parti. Bonjour Jean-Louis Bourlange. Vous êtes avec nous jusqu'à 10h45, ancien député MoDem, ancien président de la Commission des Affaires étrangères à l'Assemblée. Bonjour Emmanuel Rivière. Bonjour. Politologue, directeur associé de l'agence Grand Public. Merci à tous les deux d'être là pour cette discussion. Avant de vous entendre répondre à la question et à d'autres que pose cette émission, à qui revient Matignon après les élections législatives? On va revenir sur cet événement historique que les résultats de dimanche soir avaient quelque peu occulté. Jamais depuis la Seconde Guerre mondiale, l'Assemblée nationale n'avait compté autant de députés d'extrême droite sur ses bancs. Ils viennent de faire leur entrée. On vous retrouve, Julien Sauvager, les députés autour de Marine Le Pen, et donc un groupe presque 2 fois plus important que dans l'Assemblée sortante, si on y ajoute les ciotistes. Eh oui, comme vous le dites, Marine Le Pen entourée de tous ses co-députés qui sont entrés en masse ici dans cette cour d'honneur de l'Assemblée nationale il y a seulement quelques dizaines de minutes avant donc bien sûr de s'engouffrer à l'intérieur de l'Assemblée. Marine Le Pen qui d'entrée de jeu a tenu à rappeler tout simplement qu'elle représentait certes le premier parti d'opposition mais aussi le premier parti en termes de voix en nombre d'électeurs, même si cela ne s'était pas traduit au deuxième tour par un nombre de députés autant qu'espéré. Marine Le Pen qui dénonce aussi, bien sûr, les manœuvres entre amis, a-t-elle dit, qui sont en cours actuellement pour former des coalitions qui toutes, évidemment, excluent le Rassemblement national des options possibles. Marine Le Pen qui, encore, dénonce de nouveau le fait aussi qu'il ne pourrait, au Rassemblement national, n'obtenir aucune commission, puisque beaucoup de voix, que ce soit de droite ou de gauche, ont dit qu'il ne leur laisserait pas de commission à l'Assemblée nationale. C'est un déni démocratique, a-t-elle dit. Elle qui, donc, évidemment, se pose comme la première opposante à Emmanuel Macron pour cette nouvelle mandature. Julien Sauvager à l'Assemblée nationale, merci beaucoup Julien. Jean-Louis Bourlange, vous posiez la question le week-end dernier dans Le Monde, c'était avant les résultats du second tour. Vaut-il mieux une chambre ingouvernable ou une majorité absolue au Rassemblement national? Avez-vous... Je n'ai pas posé le problème en ces termes, ça a été présenté comme tel. J'ai dit qu'il fallait qu'il y avait effectivement un doute sur la question de savoir si le RN était plus dangereux en ayant la moitié du pouvoir dès maintenant ou la totalité du pouvoir dans 2 ans, sans contre-pouvoir. C'était une question, mais j'ai été très favorable effectivement à l'opposition au Rassemblement national. Alors, la question que je vous pose, c'est simplement, je crois que le danger de LFI est aussi, pas tout à fait de même nature, mais aussi important, avec des points communs très forts, ne serait-ce que sur la géopolitique et l'Ukraine, mais il y en a d'autres, est un danger aussi grand que celui du RN. Et ça, c'était pas quelque chose qui a été très bien reçu dans l'opinion dimanche dernier, mais qui le sera de plus en plus au fur et à mesure que se développeront les manœuvres et les prises de parole et de Jean-Luc Mélenchon et de ses amis. On va y revenir bien sûr. À J+3 après les législatives, Jean-Louis Bourlange, quel sentiment vous habite ce matin? Curiosité, impatience, inquiétude, lassitude? Inquiétude. Non, lassitude, c'est pas la question. Moi, je me suis pas représenté pour des raisons strictement personnelles qui n'ont rien à voir avec les chances politiques. C'est que j'estimais que j'avais plus la condition physique pour être député. Mais c'est une très profonde inquiétude. Nous avons une France qui est totalement ingouvernable. Je crois précisément que le RN, qui a subi un très grave échec, et ce qui montre d'ailleurs que la dédiabolisation qu'il avait annoncée à corps et à cri n'a pas été si profonde que ça, et que les Français sont restés très attachés à la notion de tout sauf le RN. Mais le RN
sur le banc de touche, c'est potentiellement... Ça dispense Madame Le Pen de l'examen probatoire du passage au gouvernement, qui aurait sans doute été désastreux quand on voit l'inanité du programme qui a été développé par M. Bardella pendant la campagne législative et quand on voit la faiblesse du personnel politique du RN. Là, elle est tranquille, et de l'autre côté, elle est tranquille, elle arrivera comme ça, sans avoir à affronter l'épreuve gouvernementale avant la présidentielle, et de l'autre, on a une situation qui est extrêmement tendue, extrêmement difficile, avec une tentative d'abus de pouvoir absolument caractérisée des amis de Jean-Luc Mélenchon dès dimanche soir, qui est de dire « nous sommes la majorité de la majorité, et donc c'est à nous que revient le pouvoir, notre programme ». Donc que je considère personnellement comme profondément insensé, doit être appliqué intégralement, alors que la vérité est tout autre. La vérité, c'est que la France insoumise est la minorité d'une minorité. Le Front républicain, le Front populaire est une minorité. On va revenir sur la gauche un instant. Et là, les France insoumises est en minorité. Et là, on a un risque de tension extrêmement forte, de confrontation avec le président de la République et de mise en cause des institutions. Et ceci sous le regard d'un Rassemblement national qui a rassemblé 10 millions d'électeurs et qui est prêt à profiter d'une crise de régime pour se hisser au pouvoir. Donc je suis très inquiet. Vous êtes inquiet. Emmanuel Rivière, votre sentiment, vous, à 3 jours après les résultats des législatives, et particulièrement sur ce Rassemblement national. On l'a dit, certes, il est arrivé 3e de ces législatives, mais avec un nombre de députés jamais atteint dans l'histoire de la 5e, et qui va profiter d'une position dans l'opposition qui, a priori, lui est assez favorable. Oui, alors mon sentiment compte vraiment pas du tout, mais mon travail étant d'essayer de comprendre ce qui se passe dans le pays, d'analyser les opinions publiques, on a un peu de matière pour dire où en sont les Français aujourd'hui. Il y a tous ceux qui ont voté pour le Rassemblement national. On va dire qu'il y a un tiers des Français, d'ailleurs même au-delà de ceux qui ont voté, qui pensaient que le Rassemblement national allait gagner, qui le souhaitaient ardemment, qui estimaient que Jordan Bardella ferait un bon Premier ministre. Ceux-là sont extrêmement déçus et inquiets parce que, par ailleurs, les autres programmes ne leur conviennent pas. Puis il y a le reste de cette France qui, comme Jean-Louis Bourlange l'a rappelé, s'est dressé contre la perspective du Rassemblement national. Le Front républicain s'est remobilisé, non pas avec la vigueur d'antan, il s'est remobilisé pour une raison. C'est qu'il y avait la perspective du Rassemblement national au pouvoir. Et il a plutôt bien fonctionné, de manière un peu dissymétrique. La gauche s'est très largement reportée sur les candidats Ensemble et LR quand ils étaient en duel face au Rassemblement national, ce qui a fait ce mur auquel s'est heurté ce parti. Et là, les sentiments sont mitigés, c'est-à-dire qu'il y a eu du soulagement assez général, de l'espoir chez ceux qui ont entendu que le Front populaire était en tête, de l'inquiétude chez ceux qui partageaient l'idée qu'il y ait un danger dans le Front populaire, en particulier un danger du côté de LFI, qui est une force politique qui effectivement n'est pas du tout consensuelle. Et là, je spéculais un peu, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'enquêtes qui ont mesuré ce qui se passe depuis 2-3 jours. Je pense que tout ce monde-là doit être proche de la consternation. C'est-à-dire d'entendre des gens revendiquer le pouvoir, les uns et les autres d'ailleurs successivement, alors qu'ils n'en ont clairement pas mandat. C'est-à-dire aucun projet politique aujourd'hui ne peut se prévaloir d'une majorité. Absolument. Ni à l'Assemblée, ni dans le pays. Et donc il y a un spectacle là de gens qui revendiquent des choses auxquelles ils ne semblent pas vraiment avoir droit et qui n'arrivent pas à s'entendre pour constituer ce qui semble être une des attentes des Français. Une enquête Harris Interactive l'a montré, que ceux qui ont dit l'essentiel, c'est que le Rassemblement national soit au pouvoir, s'entendent pour dire, puisque l'essentiel était là, occupez-vous de ce qui vous rassemble et essayez de faire quelque chose à partir de cette nouvelle donne. À qui revient Matignon, Jean-Louis Bourlange ? Je crois que c'est un problème qui ne doit pas être réglé au sein du Front républicain, au sein du Front populaire, pardon. C'est quelque chose qui doit être réglé avec des partis
qui devraient s'associer ensemble pour former une majorité. Donc là, aucun parti aujourd'hui ne peut s'associer pour former une majorité quelque chose à l'Assemblée. Auquel nous ne sommes pas du tout habitués dans cette France qui a guillotiné son roi, mais qui reste extrêmement monarchique et dont tout descend du sommet. Là, le sommet n'est pas en mesure, Emmanuel Macron n'est pas en mesure d'exercer un véritable arbitrage, mais à ce moment-là, il faut faire comme les autres États européens, s'asseoir autour d'une table et regarder ce qu'on peut faire. Or ça, c'est absolument pas la démarche que je vois se profiler ici ou là. Mais il y a un problème très, à mon avis, dans toutes ces échéances depuis un mois, on n'a pas parlé du fond des choses. On a eu un programme, qui est le programme du Front populaire, qui est en fait une sorte de ribambelle de gratification électorale, d'ailleurs, selon moi, très très difficile à financer et très déséquilibrante pour l'économie française, mais c'est pas un programme. Sur les grands choix, gouverner c'est choisir, disait Pierre Mendès France. Sur les grands choix, la lumière n'est pas faite. La laïcité, par exemple, nous avons des universalistes au sein du Front populaire et évidemment dans la majorité, et nous avons des wokistes chez Mélenchon. Sur l'Europe, nous avons des gens qui sont très favorables à l'intégration européenne, et les amis de M. Mélenchon et quelques socialistes, ils sont très hostiles. Sur l'économie de marché, nous avons une partie des socialistes, ceux qui, François Hollande semble l'avoir un peu oublié, mais qui avaient accompagné la démarche de François Hollande, et puis derrière, celle de Delors, de Rocard, de Bérégovoy, de tout un ensemble de socialistes. Et puis nous avons... Ce que vous dites, c'est qu'on ne prend pas les choses dans le bon sens, on est en train de s'agiter pour incarner un projet qui n'existe pas. Sur la solidarité occidentale, on a des gens qui regardent du côté de Moscou, et d'autres qui regardent du côté de Kiev. Il y a quand même des projets politiques qui sont bien distincts. Non, il n'y a pas de projet. Le projet, je vous dis, le programme du Front populaire, c'est une ribambelle de gratification qui satisfait tout le monde. Quand vous dites, vous allez partir plus tôt à la retraite, vous aurez un SMIC plus important, on va augmenter les fonctionnaires, qui dit non, c'est évident. Mais c'est pas ça, un choix politique. Et moi, je crois que ce pays, qui est très très traumatisé par ce qui se passe. Moi, je ne sous-estime absolument pas la force de la protestation populiste telle qu'elle s'exprime, soit à LFI, soit au Rassemblement national. Il y a une angoisse, une inquiétude, un sentiment d'abandon de la plupart des Français qu'il faut prendre en compte. Mais on doit, face à cela, on doit poser les problèmes d'orientation du pays. Et si on pose les problèmes d'orientation du pays, on s'aperçoit qu'il devrait y avoir la majorité sortante, il devrait y avoir, car c'est évident, moi j'ai donné mon siège, si je puis dire, j'ai proposé aux électeurs de voter dans mon siège à Clamart, de voter pour un LR, il devrait y avoir LR, je ne comprends pas que M. Wauquiez dise c'est pas possible, etc. Et chez les socialistes, mes amis socialistes, moi j'étais très proche de gens comme Delors, il y a des gens qui ne sont pas du tout d'accord. Voilà, vous êtes de ceux, Jean-Louis Bourlanges, on va laisser parler Emmanuel Rivière. Jean-Louis Bourlanges, parce que vous êtes de ceux qui appellent en gros à une coalition qui irait des socialistes aux libéraux. J'appelle à une coalition d'idées, au fait qu'on clarifie, on arrête de dire des mensonges aux Français, qu'on leur propose des choix économiques, internationaux, européens, démocratiques, clairs. Emmanuel Rivière, est-ce qu'en France, on ne fait pas les choses dans le mauvais sens? Je dis ça sans jugement aucun, sans jugement de valeur, mais là, on parle d'incarnation à Matignon, qui ensuite s'entourerait d'un gouvernement, qui ensuite irait chercher une éventuelle coalition. J'ai pas l'impression qu'ailleurs dans le monde, ça se passe dans ce sens-là. Non, mais je pense que c'est important de prendre 2 minutes pour l'expliquer, y compris pour vos téléspectateurs qui nous regardent depuis l'étranger. La situation exceptionnelle, absolument inédite qu'on est en train de vivre en France, avec cette assemblée composite où aucune majorité ne se dégage, est une incroyable banalité sur la scène européenne. Effectivement, dans tous les autres pays européens, toutes les démocraties parlementaires européennes, on fait les choses dans l'autre sens. Il y aura un chef d'État, roi, reine, président, présidente, qui s'adresserait au leader du parti arrivé en tête, bon là en l'occurrence on ne l'identifie pas, et qui dirait tentez de constituer une majorité, et si vous la constituez, vous aurez les rênes du pays, et je vous nommerai la tête du gouvernement. Et puis si celui ou celle qui dirige la coalition arrivée en tête n'y parvient pas, on s'adresse au second qui essaye jusqu'à ce que
on finisse par trouver. C'est comme ça que ça devrait se passer. On commence par constituer une majorité, puis ensuite on a le pouvoir. Là, il y a un grand nombre de difficultés qui sont spécifiques, en revanche, à la fois au terrain politique français et au mode de scrutin. Il y a le poids que fait peser le Rassemblement national, si proche du pouvoir, si pesant par le nombre de ses électeurs, qui fait que finalement tout le monde s'organise autour de ça. Et puis il y a le poids d'un mode de scrutin. Il faut prendre conscience à quel point les modes de scrutin, que ce soit la présidentielle ou législative, sont structurants. Oui. Parce que tous les pays dont je parle fonctionnent avec la proportionnelle. Mais là, vous avez un mode de scrutin uninominal majoritaire à 2 tours. Pour être au deuxième tour, il faut faire 12,5% des inscrits, c'est-à-dire autour de 20% exprimés. Cela force les coalitions. Cela a obligé des gens qui, aux européennes, ont montré qu'ils ne s'entendaient pas tant que ça, à dire, et personne ne l'a caché d'ailleurs, qu'ils avaient de profonds désaccords, mais que pour ne pas laisser encore une fois à leurs électeurs de gauche un choix unique entre la droite ou le centre-droit et le RN, il fallait être au second tour, donc s'allier de LFI jusqu'au Parti socialiste. Donc ça crée une situation où vous avez pas loin de 200 députés qui doivent en partie leurs élections aux électeurs des autres. Puis entre les 2 tours, vous avez eu des désistements pour faire barrage au Rassemblement des RN. Donc vous avez à peu près 80 députés du groupe Ensemble et une 50aine de députés du groupe Front Populaire qui ont dû leur élection aux électeurs des autres. Et ça vaut aussi pour LR. Que la mathématique du Parlement aujourd'hui est artificielle. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont liés par des accords, des gens qui sont liés par des accords. Je te tiens, tu me tiens par la barbichette et c'est pas tellement commode. Moi, je suis pour la proportionnelle, mais il faut reconnaître que si on était dans la proportionnelle, il faut bien voir aussi que le RN aurait eu beaucoup plus de sièges. Le RN a 143 sièges, à la proportionnelle, il en aurait un peu moins de 200, à peu près 200. Donc ça aurait été assez traumatisant. Ça aurait été de très loin le plus grand groupe. Jean-Louis Bourlanges, aucun parti à ce jour n'ayant la majorité absolue, même avec ses alliés de l'Assemblée sortante. Pourquoi est-ce que vous dites qu'il serait plus légitime que ça revienne à une coalition Ensemble, les Républicains et une partie des socialistes, plutôt qu'au nouveau Front populaire? Parce que je crois aux idées. Coalition qui n'obtiendrait pas non plus la majorité absolue. Je crois aux idées et à la cohérence. Mais il n'y aurait toujours pas de majorité absolue. Comment? Mais ça dépend de ce que font les socialistes. Moi, je regarde, j'ai un peu l'habitude de regarder les choses sur le long terme. Depuis l'après-guerre, depuis 1950, il y a eu entre la droite, le centre et la gauche une assez grande convergence sur des choix fondamentaux. Le choix de l'Europe, le choix de l'Alliance Atlantique. Définissez la gauche, parce que la gauche, c'est assez large. Vous dites la gauche, mais la gauche, c'est assez large. La gauche, les socialistes, vous voulez dire? Les socialistes, les radicaux, oui, pas les communistes, sauf à un certain moment, mais les socialistes, très clairement. Enfin, Blum, c'est Blum qui fait le rapprochement avec les États-Unis en 1948. C'est les socialistes qui rompent avec les communistes en 1947. C'est Guy Mollet, socialiste, qui signe le traité de Rome. Les démocrates chrétiens avaient lancé, eux, la communauté charbon-acier. C'est Mitterrand qui refuse la sortie de l'OTAN. C'est Mitterrand qui se solidarise des Américains pour l'équipement des Pershing face au SS-20 de M. Brejnev. Donc on a... sur le plan économique, on a également une politique qui était une politique keynésienne intelligente, fondée sur le développement, l'ouverture des frontières et une redistribution des fruits de la croissance. Et sur le plan politique, la démocratie représentative, la démocratie parlementaire. Mais les socialistes, Jean-Louis Bourlanges, les socialistes de 2024, ils ont combattu dans la rue la réforme des retraites. Comment penser que demain, ils pourraient s'allier avec des macronistes? Moi, je n'ai absolument jamais compris la démarche de M. Berger et des autres qui faisaient du passage de la retraite de 62 à 64 ans une sorte de basculement dans un Moyen-Âge social. Tous les pays occidentaux ont élevé progressivement l'âge du passage à l'âge de la retraite pour une raison simple, c'est que les gens vieillissent, que les actifs diminuent et qu'il faut donc que la santé s'améliore et qu'il faut donc équilibrer les systèmes. C'était un problème, c'était pas un problème, c'est absurde. Et c'est le signe du profond désarroi du pays que d'avoir fait de cet enjeu quelque chose de
de métaphysique. Sauf que Emmanuel Rivière, dans le programme du Nouveau Front Populaire, auquel jusqu'ici appartiennent toujours les socialistes, il est bien écrit noir sur blanc que cette réforme doit être abrogée, d'ailleurs sans doute de façon beaucoup plus compliquée que ça a été présenté par le NFP, mais on imagine quand même que... bon, d'ailleurs, Olivier Faure ne dit absolument pas à ce jour qu'il est prêt à Attendez ce que dira le corps. Le corps, indépendamment de... Et M. Gilbert Sett, il vous expliquera que c'est absolument extrêmement grave, qu'au contraire, il faudra aller plus loin. Pour l'instant, c'est indépassable à ce stade pour les socialistes. Ils n'ont pas la majorité. Oui, mais alors, si on revient en arrière, moi, je ne vais pas entamer un débat sur le bien fondé c'est de pas telle le ou sujet telle du réforme jour, des retraites. Non, mais ce qui est le sujet, c'est la manière dont cette réforme a été adoptée. C'est-à-dire la manière, la méthode, la méthodologie, ne pas du tout discuter avec les syndicats qui faisaient des contre-propositions, utiliser le 49.3 et un véhicule qui était en fait un projet de loi de finances qui permettait l'usage du 49.3, a créé les conditions d'une réforme en fait très fragile. C'est-à-dire que c'est à un moment, il faut aussi se poser la question de savoir comment on fait des lois durables, tenables. C'est-à-dire qu'il ne risque pas d'être balayé à la première alternance, même si on n'est pas vraiment sur une alternance là. Et comment on crée... Parce qu'il y avait sans doute une manière de réformer les retraites et en gros d'atteindre l'objectif de rééquilibrer les comptes, même s'il y a des divergences, en faisant en sorte que les gens travaillent plus longtemps, d'une manière qui n'entraînait pas immédiatement l'abandon de la réforme en cas de prise de pouvoir, soit par le Rassemblement national, soit par la gauche. À mon avis, je ne suis pas d'accord avec vous. C'est Rocard qui avait raison. Encore une fois, pardon, excusez-moi, le but n'est pas de refaire la réforme des retraites ce matin. Rocard avait raison en disant que la réforme des retraites, ça pouvait faire tomber tous les gouvernements. Ça s'est toujours mal passé. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est à quel point elle peut constituer un frein à la... Encore une fois, pardon, mais on ne va pas revenir sur la réforme des retraites. Pas sur le fond, mais ce que je voulais dire, le fond de l'histoire, c'est que, en fait, possible coalition. Ce pays est en train de dire à ses dirigeants, par son comportement électoral, qu'il ne se satisfait plus, c'est normal dans un pays qui est coupé en trois, du fait majoritaire. Ça, c'est vrai. D'un tiers des voix qui donne tous les pouvoirs. Et c'est ça qui est la situation de blocage aujourd'hui. C'est que chacun revendique en fait l'exercice du fait majoritaire. Et donc, ça a été dès 20h05 un leader en l'occurrence Jean-Luc Mélenchon, du Nouveau Front Populaire. Qui n'est pas majoritaire. Qui n'est pas majoritaire, c'est-à-dire qui est minoritaire au sein du Front Populaire, lui-même minoritaire à l'Assemblée, et qui dit... Qui est majoritaire au sein du Front Populaire, Jean-Luc Mélenchon. Non, c'est le plus gros groupe. Oui. Il ne représente pas la moitié du Front Populaire. Ah oui. Il ne représente pas la moitié du Front Populaire. Et qui dit, ce sera tout le programme, rien que le programme, etc. Et en fait... ça ne marche plus dans une France coupée en trois. Et c'est aussi un peu... C'est pour ça que moi, je suis d'accord, le débat sur les retraites n'est pas complètement décalé. C'est comment, avec un mandat qui est assis sur un tiers des Français, c'est même moins d'un tiers des Français pour le premier tour de la présidentielle et sur le premier tour des législatives, on dit on va faire tout seul et contre tout le monde. Et ça ne fonctionne plus. Une fois qu'on a dit ça, parce que je pense à ceux qui nous regardent et qui se disent on n'est vraiment pas sorti de l'auberge. Non, on n'est pas sorti de l'auberge. Moi, je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit. D'ailleurs, la majorité elle a réagi tardivement et faiblement à l'espèce de coup de force médiatique de Jean-Luc Mélenchon dimanche soir. Pourquoi ? Parce que nous sommes parfaitement conscients que cette Assemblée est divisée en trois. Nous ne voulons pas gouverner avec le Rassemblement national et nous ne voulons pas appliquer le programme qui est un programme fondamentalement opposé à nos valeurs de LFI. Mais nous sommes prêts dans la majorité à discuter. Mais vous dites la majorité, Jean-Louis Bourlanges, mais... La majorité, je dis le bloc central, l'ex-majorité. Qui n'était déjà pas en majorité. Oui, mais enfin, vous savez, Madame Panot nous dit qu'il y a un groupe parlementaire, le groupe du Front Populaire est inférieur, très inférieur en nombre à ce qu'était l'ex-majorité. Moi, je me rappelle, Madame Panot, à l'Assemblée, nous expliquer qu'on était absolument illégitime, qu'on n'avait aucune majorité, qu'on avait qu'à se taire, qu'on avait été condamné par le peuple français. Aujourd'hui, avec un groupe parlementaire moindre, sans aucune vergogne et sans aucun souvenir de ce qui a été dit avant, ils disent c'est nous que... Maintenant, comme dirait Madame Sans-Gêne dans la pièce célèbre, maintenant c'est nous qu'on est les princes, on gouverne et vous avez qu'à obéir, nous sommes la voix du peuple. Non, en réalité, il faut
il faut que les gens se calment, s'apaisent, mettent ensemble effectivement leur bonne volonté pour faire un programme. La grande force de LFI et la grande faiblesse des socialistes, parce qu'ils s'en foutaient les socialistes du programme, ils n'ont jamais cru qu'ils auraient ce résultat. Ce qui comptait pour eux, c'était les circonscriptions. Donc ils ont négocié durement sur les circonscriptions et ils ont accepté tout le programme proposé par LFI. Et maintenant LFI, je comprends qu'ils disent cela vis-à-vis de ses amis, disent, vous avez signé au sein du Front populaire pour ce programme. Mais oui, le problème, c'est que ce programme, nous ne sommes pas d'accord, et il représente effectivement, comme vous venez de le dire, il ne représente qu'au minimum un tiers, même pas un tiers des Français. Et il faut donc réfléchir, discuter, et je crois que le président de la République a des compétences. C'est lui qui nomme le Premier ministre. Je crois qu'il doit chercher, il ne doit pas se laisser imposer par un groupe ou par un autre, le Premier ministre. Il doit nommer quelqu'un qui soit sans doute d'une sensibilité. Moi, évidemment, si on me propose François Bayrou, j'applaudis des deux mains. Mais indépendamment de ça, je comprends parfaitement qu'on désigne quelqu'un issu de la famille socialiste, mais choisi de telle manière... Vous comprendriez que demain, ce soit un Premier ministre socialiste? Mais moi, tout est possible, vous savez. Vous avez... Monsieur Marlex dit un LR... Qui est le chef de file des LR la majorité est favorable à monsieur Attal. On peut imaginer un socialiste. Nous sommes évidemment au MoDem attachés à Bayrou. Ça n'est pas le problème central. Le problème central, c'est que cet homme ou que cette femme soit en mesure de tisser un contrat majoritaire entre des forces profondément différentes. Et la grande difficulté, elle se pose des deux côtés. C'est-à-dire que, évidemment, du côté de LR, on ne jette pas la rancune à la rivière par rapport à Macron, c'est ce qu'a exprimé M. Wauquiez, et que du côté de la gauche, ils sont, si j'ose dire, faits aux pattes. Sauf que pour l'instant, ni les LR, sauf erreur, ni les LR, ni les socialistes ne sont partants, mais on va reprendre la discussion dans 2 minutes 30. On marque une courte pause, on se retrouve juste après. À qui revient Matignon en France? Vaste question qu'on aborde depuis 10 heures et encore pendant un quart d'heure avec Jean-Louis Bourlange. Rebonjour. Merci encore d'être là, ancien député MoDem, ancien président de la Commission des Affaires étrangères à l'Assemblée. Rebonjour. On parlera dans un instant d'ailleurs de l'aventure américaine d'Emmanuel Macron qui pendant ce temps est à Washington, et nous sommes aussi avec Emmanuel Rivière, politologue, rebonjour, directeur associé de l'agence Grand Public. On évoquait juste avant la pause les hypothèses, les différents scénarios de coalition pour tenter de trouver la bonne personne pour diriger un gouvernement. Un mot de ce Front populaire quand même, peut-être Emmanuel Rivière, qui exhorte depuis hier Emmanuel Macron à se tourner immédiatement vers lui, je le cite, pour permettre de former un gouvernement. On le disait avec Jean-Louis Bourlange, d'un point de vue institutionnel, est-ce que c'est pas aller un peu vite en besogne? Disons que le Front populaire, c'est pas totalement faciliter la tâche en n'ayant pas de leader, en n'ayant pas quelqu'un à proposer qui soit naturellement la première ministre ou le premier ministre que Emmanuel Macron devrait nommer. Parce que là, quand bien même le chef de l'État serait empressé de dire bon, ben, c'est la force arrivée en tête, je discute son premier avec elle. Il ne saurait pas très bien avec qui discuter. C'était une des faiblesses du Front populaire. Faiblesse sur lesquelles peut-être Emmanuel Macron d'ailleurs avait misé en provoquant cette dissolution et ce calendrier raccourci. C'est-à-dire, ils ont réussi à s'entendre sur un accord électoral, mais un accord électoral pour des législatives, c'est vraiment technique, quoi. C'est comment on fait pour être au deuxième tour. Ils se sont mis d'accord sur un programme de manière accélérée. Effectivement, on peut se demander dans quelle mesure il a été vraiment discuté. Ils n'ont pas réussi à se mettre d'accord sur un leader qui aurait vocation à devenir Premier ministre. Donc, est-ce que s'il l'avait fait avant le second tour, tout en n'ayant toujours pas la majorité absolue, est-ce que ça aurait vraiment résolu beaucoup de choses? Non, ça résout pas tout. Ça résout pas tout. Ben, pour des raisons simples, encore une fois, une situation qui n'étonne pas si on regarde les autres pays européens, compte tenu du paysage politique. Mais sauf que cette assemblée composite, elle manque énormément de plasticité, de fluidité. Parce qu'on pourrait trouver
éventuellement des majorités. D'ailleurs, les Français y aspirent à ce que on s'entende. Sauf qu'il y a les anathèmes qui ont été portés contre les uns, contre les autres, où on a entendu pendant cette campagne, finalement, la majorité sortante englober toute la gauche sous le vocable extrême gauche, ce qui est, de mon point de vue, un total abus de langage, et de l'autre côté, l'extrême droite. On a des accords qui sont liés, effectivement, une alliance électorale de premier tour qui fait que c'est compliqué pour les socialistes de se détacher de LFI, et en même temps, LFI représente une force repoussoire dans l'enceinte parlementaire comme pour beaucoup de gens dans le reste du pays, donc gouverner avec eux c'est impossible. Donc c'est vrai que la situation semble très très verrouillée. C'est la raison pour laquelle je crois pour l'instant on fait d'abord le tour des propositions impossibles en fait. Première proposition impossible, si vous permettez 2 secondes, c'est le Front populaire qui dit bon, on va faire notre programme, on va gouverner tout seul. Mais on a aussi... ça ne tient pas 2 secondes devant une Assemblée nationale. Mais pas plus que, tiens, on va prendre un Premier ministre de droite, LR, c'est-à-dire la force arrivée en 4e position avec 10% au premier tour des législatives qui se trouverait tout d'un coup propulsé à Matignon. Donc une fois qu'on aura fait le tour des scénarios impossibles, peut-être qu'à un moment, la situation finira par se débloquer et qu'on prendra un scénario possible, c'est-à-dire un scénario qui est susceptible de ne pas tomber à la première occasion parce qu'il y aurait une motion de censure contre la proposition. Donc en fait, ce qu'on est en train de former, c'est pas tant une coalition de gouvernement, mais essayer de définir ce qui pourrait permettre de ne pas chuter. On est en train d'essayer de définir la contre-majorité, celle qui ne ferait pas tomber un gouvernement. On en est là. C'est-à-dire qu'on est en train très difficilement, dans la douleur, de découvrir ce que c'est qu'une assemblée plurielle où des majorités doivent nécessairement être composites, ce que tous nos voisins européens, encore une fois, connaissent par cœur, en désapprenant la culture du fait majoritaire. Et de celui arrivé en tête rafle tout. Et quand on est sur un tiers, puisque même une coalition finalement de Ensemble et des Républicains, ça fait pas plus en voix ou à peine plus en voix qu'un tiers. Ça paraît compliqué de dire qu'un tiers va imposer sa volonté au reste du pays. Ça fait un peu plus que le Front populaire. Ça fait un peu plus que le Front populaire. Les chiffres à l'antenne, ça fait. Je voudrais qu'on écoute Manuel Bompard, député France Insoumise. Allez-y. Non, ce que je veux dire, c'est j'ai du mal à faire passer le message qui est le mien. Je crois que vraiment le problème qu'on pose actuellement est un problème de personnes. Or, ce n'est pas fondamentalement un problème de personnes. Ce n'est même pas un problème d'appareil, les partis, etc. C'est vraiment... Et c'est ça qui fait défaut, c'est qu'on refuse de poser les problèmes de l'orientation fondamentale du pays sur les grands enjeux. Et je pense que c'est ça qui donne à ce débat... je suis tout à fait d'accord avec ce que vous avez dit sur la mise en cause du système majoritaire, c'est-à-dire la minorité qui impose sa loi à tout le monde, ça je suis entièrement d'accord. Mais ce qui donne à ce débat un caractère irréel, un caractère de jeu de cours, de jeu courtisan, c'est précisément cette chose qui est qu'on ne discute pas, et on ne discute pas depuis le début de la campagne législative, on ne discute pas de ce qu'on veut faire, de ce que le pays, de ce vers quoi le pays doit s'orienter en profondeur. Non pas distribuer des trucs, ça c'est très facile, mais doit s'orienter aux profondeurs sur les grands enjeux. Qui pense la France en fait Oui, et je pense que si on mettait cela, ça permettrait peut-être de mettre à leur juste place les querelles de personnes et les rivalités d'appareils. Et ça serait quand même un message qui serait compris par les Français. Moi, je reste vraiment à la phrase de Mendès France, gouverner, c'est choisir. Gouverner, ce n'est pas promettre et distribuer. Gouverner, c'est choisir entre des destins possibles. Et là, je trouve qu'il faudrait savoir si... moi, je trouve qu'il y a des convergences très fortes entre les deux extrêmes. Je vois notamment sur l'Ukraine, mais pas seulement, sur l'Europe, sur des tas de choses. Et je pense qu'il y a des convergences de fond sur une majorité qui serait politiquement libérale, européenne et évidemment sociale. Je pense qu'il y a là quelque chose à creuser et que tant que nous ne creuserons pas ces choses, eh bien nous serons dans les jeux du cirque. Emmanuel Rivière, c'est vrai qu'on a été quand même aussi pressurisé par cette campagne qui a duré 3 semaines en tout, qui a sans doute balayé le fond du projet, mais c'est vrai que c'est ce que vous disiez tout à l'heure, parce que le message que les Français ont envoyé, dans le fond, au-delà des histoires de partis et d'appareils, c'est un besoin,
une envie que quelqu'un... c'est une angoisse surtout, et une angoisse France, à laquelle il est difficile de répondre, mais à laquelle il faut répondre. Non, mais ils ont envie évidemment que quelqu'un pense la France et puis qu'ils constatent qu'il y a tout un tas de choses qui dysfonctionnent dans le pays qu'il faudrait corriger. Mais ils ont aussi envie qu'on s'entende, en fait, beaucoup plus qu'on ne le prétend. C'est-à-dire que le monde politique est beaucoup plus polarisé que les électorats. Alors évidemment, il y a un tiers des électeurs qui, eux, veulent renverser la table avec le Rassemblement national, et parce qu'ils ont des préoccupations fortes sur l'immigration, la sécurité, parce qu'aussi ils ont le sentiment que c'est le seul parti qui les écoute. Donc c'est... Voilà, et les filles aussi ont renversé la table. Oui, mais alors pour le coup, ils n'ont pas ce talisman dans le pays d'être le seul parti qui les écoute. Par contre, ils ont dans un certain nombre de quartiers, il y a une géographie du vote LFI, où des gens se disent, en fait, c'est les seuls qui nous défendent. Donc, je pense qu'il faut écouter aussi cette France-là. On est 3 jours après. Qui a le sentiment que parce que leurs origines, parce que leur religion, parce que leur relégation sociale, je finis quand même, même s'il y a débat, a le sentiment qu'en fait, il n'y a qu'un seul parti qui se préoccupent de les défendre quand toute la sphère médiatique passe leur temps à dire que ces gens-là ne sont pas des bons Français, ne sont pas des bons citoyens, ne sont pas des bons et qu'ils ne pensent pas et qu'ils ne croient pas comme il faudrait. Donc ils ont ce ressort aussi d'un vote auprès de leurs défenseurs, ce qui rend les choses... Vraiment, on est quand même dans une situation de danger en France, parce que pour la première fois, ça fait 30 ans que j'analyse les votes, etc., pour la première fois, on voit des gens qui votent non pas en fonction de leurs convictions profondes, de l'idée qu'ils se font de ce qui est juste, injuste, de la répartition des richesses, de l'effort, du travail, ou en fonction de leur situation sociale, mais en fonction de leurs origines et de leurs convictions religieuses, en disant finalement c'est tel ou tel qui menace ma communauté ou qui défend ma communauté. Je trouve qu'en être arrivé là n'est pas une satisfaction pour tous ceux qui organisent le débat politique en France. Et le risque, c'est plus les tractations se poursuivent, moins on parle de refaire société, et le risque étant que ce sentiment, j'imagine, se retrouve alimenté. Jean-Louis Bourlanges, je voudrais qu'on commente ce qu'a écrit l'ex-député France Insoumise du Nord hier, Adrien Quatennens, qui n'est plus député, mais qui a évoqué son intention d'organiser une marche populaire en direction de Matignon pour mettre la pression sur le président Macron pour qu'il... c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Est-ce que ça vous inquiète, ce genre de... Oui, il s'est dit peut-être que la démarche de Trump avec ses partisans qui se ruaient sur le Capitole était la bonne. C'est ça, c'est la même chose pour vous ? Écoutez, c'est exactement ce qu'il propose. C'est exactement ce qu'il propose. C'est total. Ça, c'est d'ailleurs typique. C'est la démocratie parlementaire n'est admise qu'à la condition d'avoir la pression de la rue. C'est ce qu'il y a de pire dans la Révolution française. C'est à ce point-là que François Furet le disait toujours. Au moment où ça a débordé, c'est quand la rue a dit à l'Assemblée nationale, à la Convention, vous virez les Girondins, vous les virez manu militari, en juin 92, mai juin 92, 93 pardon, et ça c'est quelque chose qui est totalement contraire aux usages. Nous sommes en France avec une démocratie parlementaire, des gens qui sont élus, des gens qui doivent parler ensemble, qui doivent se discuter, qui doivent passer des compromis. Et il faut absolument s'en tenir au cadre formel, juridiquement organisé de la démocratie. C'est la condition de notre vivre ensemble. Il mettre la pression sur Emmanuel Macron. On ne fait pas de pression par la rue. Est-ce qu'il joue la montre, le président Macron, en maintenant Gabriel Attal ? En tout cas, est-ce que c'est comme ça que ça peut être ressenti ? Personne ne sait personne ne sait exactement ce que pense le président Macron. Non, mais c'est sûr que les Français ne doivent pas très très bien comprendre ce qui se passe. Et si le 14 juillet, ils regardent le défilé militaire et qu'à la tribune, il y a Emmanuel Macron entouré de tous ses ministres du gouvernement sortant, les gens vont se demander s'ils assistent à une rediffusion de l'an dernier et se demander s'ils ont voté. Et c'est là où d'ailleurs ce qu'on disait à propos de l'appel d'Adrien Quatennens, les gens ont voté. Ils se sont mobilisés, alors pas au niveau d'une élection présidentielle, mais enfin les 2 tiers des Français ont considéré que c'était important de s'exprimer par le vote. Et donc ça, il est vraiment essentiel de le respecter. Et ma crainte là, c'est que il y a le sentiment que personne ne respecte ça.
C'est-à-dire que les électeurs du Rassemblement national vont avoir l'impression que leur vote est bafoué par les alliances, les accords de désistement. Les électeurs de gauche vont avoir l'impression que leur vote n'a pas été entendu parce qu'ils aspiraient à... Et même les électeurs de la majorité qui n'étaient pas très enthousiastes à l'idée de cette dissolution vont se demander ce qui se passe dans un pays, alors qu'ils sont très légitimistes, qui se passe dans un pays où tout semble en vrac et où on fait semblant de s'organiser et de continuer comme si de rien n'était, comme si rien ne s'était passé. Donc, oui, je pense qu'il y a un risque quand même qu'on esquinte la démocratie, mais encore une fois, parce qu'on n'a pas cette culture du compromis à laquelle le pays aspire. Vraiment, les gens disent clairement dans les enquêtes, entendez-vous, nous on a pris nos responsabilités, ceux qui ont voté contre le RN disent, on a fait en sorte que le pire n'arrive pas, vous nous disiez que c'est le pire, maintenant débrouillez-vous. Et en fait, on ne se débrouille pas du tout. En fait, il y a deux chemins possibles. Il y a vers plus de démocratie ou vers... Il faut quand même nuancer ce jugement, parce que je suis globalement d'accord avec ce qui vient d'être dit, mais moi, ce qui me frappe, c'est la matrice des Gilets jaunes. Les Gilets jaunes, c'est vraiment la matrice du mécontentement qui va d'ailleurs à droite, à la droite extrême ou à la gauche extrême. Or, rappelez-vous, les Gilets jaunes, c'était des gens qui protestaient, mais qui refusaient de dire ce qu'ils feraient, qui refusaient de voter, qui refusaient de conquérir le pouvoir. C'est étrange. On a donc une attitude qui est profondément inquiète, mais inquiétante au sein de l'opinion, qui est de dire on dit d'abord non. Et ça, c'est quand même quelque chose de compliqué. Et les programmes qui ont été proposés ne sont pas de vrais programmes. Quand on dit il faut faire le pouvoir d'achat, là, tout le monde est pour le pouvoir d'achat, mais la question est de savoir comment on le fabrique. Ça se trouve pas dans une corne d'abondance. On dit on est contre l'immigration sauvage. Et les Gilets jaunes, on en a fait quoi? On en a fait quoi, Jean-Louis Bourlange, de ce qu'on dit, les Gilets jaunes, en quelques secondes, on en a fait quoi? On leur a donné 10 milliards. On a distribué de l'argent. On a distribué de l'argent. Le président a eu une très bonne intuition à ce moment-là, qui était de se tourner vers les maires. Et je pense qu'on aurait dû aller plus loin, sur la voie de la décentralisation, qu'on aurait dû aller plus loin sur la voie de la démocratie parlementaire. Il y avait des choses à faire qui ne sont pas celles qui ont été proposées par le président et qui pouvaient faire respirer la démocratie. Moi, vous savez, j'ai été au Parlement européen. Je puis vous dire qu'au Parlement européen, il y avait une très bonne entente, très bonne connexion entre la représentation élue et la société civile. Non, mais il y a eu aussi, après les Gilets jaunes, ce grand débat. Là encore, intuition géniale du président de la République, qui a mobilisé des millions de Français, parmi lesquels je pense qu'il n'y en a pas un aujourd'hui capable de dire quelle mesure forte, quelle décision majeure, quel changement de leur vie est issu de ce grand débat. Alors, le gong de Jean-Louis Bourlange a sonné, c'est la fin de cette émission. Merci beaucoup à tous les deux d'y avoir participé. Emmanuel Rivière pour l'agence Grand Public, Jean-Louis Bourlange, merci beaucoup. C'est sûr que l'été sera très politique ici en France. On se retrouve dans un quart d'heure pour un nouveau journal. À tout à l'heure. Il sera chaud, il ne faut pas qu'il soit meurtrier. Que de références d'un coup. De vous le dire.